Donc j'ai intitulé cette intervention du modèle protecteur au modèle inclusif. Quels impacts sur les pratiques dans le secteur du handicap? L'idée est donc la suivante, c'est d'expliquer en quoi aujourd'hui tous les secteurs du travail social, quels qu'ils soient, pas que le secteur du handicap, sont soumis à une conversion de modèle. Et puis j'essaierai de montrer concrètement comment ça impacte les pratiques dans le secteur du handicap, et je terminerai par les stratégies qui peuvent être des stratégies possibles pour les dirigeants du champ du handicap face à ce changement de modèle. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis donc Jean-Luc Botereau, salarié de l'ITS Pierre Bourdieu, où je m'occupe depuis maintenant 3 ans, plus particulièrement du développement de la formation en ligne. Et parallèlement, je mène des recherches personnelles, en particulier celle-là, qui consiste à observer comment le travail social est en train de muter et de se convertir à un nouveau modèle. Alors comment je m'y prends? Essentiellement par une veille informationnelle quotidienne qui me permet de pister tous les changements qui s'opèrent dans les différents secteurs. Et puis en complément, même si je ne mène pas une recherche au sens strict comme on pourrait le faire dans le cadre d'un doctorat avec des entretiens, j'ai régulièrement des échanges informels. J'en ai déjà eu quelques-uns ce matin avec certains dirigeants qui m'expliquent comment ils sont eux-mêmes engagés dans la conversion, ou comment ils la subissent, comment ils sont d'accord, pas d'accord, bref, comment ils se positionnent stratégiquement. Alors, ce préambule étant fait, un petit mot d'introduction sur la notion de modèle. Commençons par le début. Dans les sociétés humaines, tous les secteurs d'activité, quels qu'ils soient, l'éducation, le travail social, l'armée, la politique, tout ce que vous voulez, avec le temps finissent par être dominés par des modèles. Un modèle, pour faire très simple, étant toujours composé d'une façon de voir et d'une façon de faire. Prenons le modèle de l'agriculture, pour illustrer mon propos. Aujourd'hui, l'agriculture est dominée par ce qu'on appelle le modèle conventionnel ou agriculture intensive. Quelle est la façon de voir? Elle est la suivante. L'agriculture doit nourrir la planète de façon massive au moindre coût. Les façons de faire qui en découlent sont des façons de faire productivistes. On fait d'immenses exploitations et on utilise des produits chimiques pour produire le plus possible au moindre coût. Voilà. Façon de voir, façon de faire. Le problème, c'est qu'un modèle, il a toujours une durée de vie limitée parce que les mentalités de la société évoluent. Mais il y a toujours des moments où le modèle se trouve en inadéquation avec les mentalités de la société. C'est ce qui arrive au modèle de l'agriculture. On est passé à des grandes inquiétudes sur l'impact des activités humaines sur la nature. Et donc, les façons de faire de l'agriculture, aujourd'hui, sont contestées par la société elle-même. Les agriculteurs sont accusés d'être des pollueurs. On parle d'agribashing. Et donc, on voit un nouveau modèle se développer, celui de l'agroécologie, où la façon de voir n'est plus la même. L'agriculture, c'est pas produire plus au moindre coût, c'est produire des produits de qualité, avec de bonnes qualités nutritives, et pour le distribuer en circuit court. Et vous avez des façons de faire qui sont radicalement différentes. Donc un modèle, c'est ça. Façon de voir, façon de faire. Donc on va voir comment le modèle protecteur du travail social aujourd'hui tente à être balayé par le modèle inclusif. Je commencerai par vous montrer en quoi ce processus de conversion est à l'œuvre dans tous les secteurs du travail social. Ensuite, et là je vais vous montrer des trucs qui ne vont pas faire plaisir aux gens du handicap, mais c'est important de comprendre à quel point les partisans du modèle inclusif, les plus farouches, peuvent tenir des propos très durs contre le modèle protecteur. Si vous voulez penser une stratégie, il faut avoir conscience de la pression des acteurs qui vont vous pousser à changer. Si éventuellement vous voulez monter des stratégies de résistance, ce que vous avez le droit de faire, et j'insiste là-dessus, mon propos aujourd'hui ne va pas consister à vous dire ce que vous devez faire, mais ce que vous pouvez faire en fonction de vos croyances, de ce à quoi vous tenez le plus. Donc là, je vais vous montrer des extraits de textes de discours qui ne vont pas vous faire plaisir, je préfère vous le dire à vous, en particulier pour les salariés de terrain qui bataillent pour faire de leur mieux tous les jours. Bon, vous êtes prévenus. Enfin,
Je ferai un petit détour historique pour vous montrer comment le modèle protecteur s'était construit et quelles sont les grandes tendances qui le remettent en cause aujourd'hui et qui font qu'il a du mal à tenir et que probablement il aura du mal à résister en l'état dans les années qui viennent. Enfin, je vous montrerai des impacts concrets sur le secteur du handicap, c'est-à-dire des tentatives de faire différemment, des nouvelles pratiques qui tentent de s'implanter pour faire advenir effectivement le modèle inclusif. Alors, commençons par le début. Le processus de conversion concerne tout le travail social. Ça veut dire que, alors, avant de vous détailler les secteurs, un petit mot sur les modèles en question. L'ancien modèle est un modèle que je nomme protecteur. Alors, d'autres analystes, notamment Robert Laffort, dont je m'inspire beaucoup pour mes petits travaux de recherche, parlent de modèle réparateur, mais c'est synonyme. Dans le modèle protecteur, la façon de voir était la suivante: les personnes sont vulnérables et il faut les protéger dans des établissements, autrement dit des institutions, ou dans des statuts particuliers. L'AH, le RSA, l'allocation de chômage, etc. Dans le nouveau modèle, ça n'a plus rien à voir. On considère que la personne est capable, c'est un citoyen titulaire de droit qui doit pouvoir vivre dans le milieu ordinaire, sans être abandonné face au milieu ordinaire, mais accompagné par une plateforme de services de proximité qui va aider la personne, par exemple, à se stabiliser dans l'entreprise pour pouvoir y évoluer comme tout citoyen lambda. Donc vous voyez que ça n'a strictement rien à voir. Le grand changement étant le lieu de vie des usagers et du coup le lieu de travail des professionnels. Puisque dans le modèle inclusif, l'accès direct au milieu ordinaire est privilégié. Alors comment cela se concrétise-t-il? Alors on parle de désinstitutionnalisation pour caractériser le passage d'un modèle à l'autre. De quoi s'agit-il? Concrètement, c'est l'utilisation des moyens des anciennes institutions pour financer des fonctionnements en plateforme de services. Ça ne signifie pas la disparition des institutions, ça signifie l'utilisation différente des moyens qu'on leur allouait et la vie en milieu ordinaire des personnes qui ne sont plus en institution. En France, on parle plutôt de transformation de l'offre pour caractériser cette grande révolution. Donc tout ça est à l'œuvre dans tous les secteurs du travail social. Dans le secteur hébergement-logement, dans le secteur des personnes handicapées, dans le secteur des personnes âgées ou dans le secteur de la protection de l'enfance. Et quand on regarde les textes qui sont par exemple des plans stratégiques nationaux, des discours des ministres, des rapports écrits par tel ou tel comité d'experts nationaux, il n'y a pas un document qui ne commence pas par dire « il faut changer de modèle ». Il y a une forme d'incantation que vous avez commencé peut-être à avoir l'habitude d'entendre qui dit « il faut changer de modèle ». Donc quand les gens disent il faut changer de modèle, en fait ça signifie qu'il faut passer du modèle protecteur au modèle inclusif. Alors quelques exemples. Dans chaque secteur, ce mouvement est en route et aujourd'hui, on a un mot d'ordre pour chaque secteur qui caractérise cette transition. Dans le secteur hébergement-logement, le mot d'ordre c'est le logement d'abord. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce qui est en train de se passer dans ce secteur, une personne sans abri, dans le nouveau modèle inclusif, ne passe plus par un CHRS. Elle va directement dans un logement duquel elle est locataire à vie, en étant accompagnée par une plateforme de services de proximité qui intervient dans son logement. Ça s'appelle le Chez Soi d'abord, qui a été inventé dans les années 90 à New York et qui s'est diffusé aujourd'hui dans le monde entier. Extrait du plan Logement d'abord 2008-2022. Engagement pris par le président de la République, Emmanuel Macron, pendant la campagne, le plan quinquennal pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme 2018-2022 propose un changement de modèle à travers une réforme structurelle et ambitieuse de l'accès au logement pour les personnes sans domicile. Aujourd'hui, le logement d'abord est la doctrine officielle française de ce secteur qui dit non, les personnes sont capables de vivre dans un logement directement à condition d'y être accompagnées par une plateforme de services in situ qui va couvrir tout son système de besoins. Des psychiatres, des médecins, des infirmiers, des travailleurs sociaux qui vont l'accompagner
par rapport à l'emploi ou autre, des spécialistes du logement qui vont lui trouver un logement duquel il sera locataire. Plateforme de service. Dans le champ des personnes âgées, le mot d'ordre est le suivant, dans le champ des personnes handicapées, celui-là vous l'avez entendu probablement, on parle de virage inclusif. Extrait. Prise de parole de Claire Hédon, défenseuse des droits, dans une des rencontres récentes avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées. De nombreux sujets comme celui-ci doivent rapidement évoluer afin de permettre aux personnes handicapées d'accéder à une égalité réelle. Il est plus que temps de rendre effectifs les droits consacrés par la Convention internationale des droits des personnes handicapées en France et de changer de modèle. Voilà, tout le monde veut changer de modèle. Chez les personnes âgées, et c'est Brigitte Bourguignon, ex-ministre, qui a commencé à populariser ce mot d'ordre, on parle de virage domiciliaire. On dit non, maintenant, la place d'une personne âgée, c'est chez elle. Or, l'EHPAD, ok, en dernier recours, mais il faut inverser le modèle et mettre les moyens pour accompagner les gens chez eux. Et vous avez des tas d'enquêtes régulièrement reprises par les partisans de ce modèle qui disent, en plus, 80% des Français ne veulent pas foutre les pieds dans un EHPAD, mais veulent mourir chez eux. Et toute la société qui pousse derrière. Extrait. Discours d'Olivier Véran, 8 mars 2022. La montée en charge du virage domiciliaire, dont parlera la ministre déléguée à l'autonomie, n'est pas anodine. C'est un changement de culture, un changement de braquet et un changement de modèle que nous engageons. À nouveau, M. Véran dit qu'il faut changer de modèle. Enfin, en protection de l'enfance, où on parle de virage préventif, même si ce mot d'ordre n'est pas aussi populaire que dans les autres secteurs, la logique est la même. Alors, elle s'est accélérée depuis la loi 2022, dite loi Taquet, qui réforme à nouveau la protection de l'enfance, en particulier au travers de son article 1. Puisque, aujourd'hui, un juge des enfants qui décide qu'un enfant est en danger, sauf cas d'urgence, a l'obligation d'évaluer la possibilité de placer l'enfant chez un tiers ou chez un membre de la famille. Un placement chez un tiers ou chez un membre de la famille, c'est une forme de placement en milieu ordinaire. C'est plus un placement en institution dans une MEX. Alors, les juges des enfants vont-ils s'emparer de ce truc ou pas? On verra. À mon avis, ça va prendre quelques temps avant que ça devienne effectif. Mais vous voyez à quel point également la protection de l'enfance s'engage dans ce virage. Et puis les acteurs de terrain, donc les acteurs professionnels, font le constat aujourd'hui qu'ils sont également face à un changement de modèle. Alors ils ont plutôt tendance à parler de changement de paradigme, mais c'est synonyme. Extrait. Programme des Assises nationales de la protection de l'enfance 2014. Changer de paradigme pour avancer plus décisivement au-delà des contraintes institutionnelles, c'est ce que vous propose de faire collectivement cette nouvelle édition des Assises en s'inspirant de ceux qui osent déjà. Le dernier thème de la rencontre nationale de l'ANMEX, l'Association nationale des MEX, reprenait grosso modo la même chose. C'est l'ANMEX de demain vers des plateformes de services, logique inclusive, etc. Donc vous voyez qu'en réalité, le changement de modèle dont on entend parler tout partout, c'est ça. C'est passer du modèle protecteur au modèle inclusif. Et tout le travail social est embarqué là-dedans. Tout le monde. Avec plus ou moins de force. Le champ du handicap étant le secteur qu'on a le plus poussé ces dernières années vers cette conversion, notamment parce qu'il y avait une ministre, Mme Sophie Cluzel, qui était aux manettes de cela, et qu'elle a tout à fait compris ces logiques-là, et qu'elle était une des partisanes de ce changement effectif. Donc je résume, changement de modèle pour tout le monde. Avant on se disait les personnes sont vulnérables, il faut les protéger dans des institutions ou des statuts, de façon à ne laisser personne sur la touche. Alors, ce modèle a très très bien fonctionné en France. Il est encore tout à fait efficace. C'est-à-dire qu'effectivement, on offre une protection à tout le monde. C'est la vérité, ça marche très bien. Mais il se trouve que pour des raisons de changement de mentalité dans la société, aujourd'hui, on dit non, mais ça suffit plus. On veut que les gens puissent décider librement de leur avenir. C'est une forme de mise à l'écart, l'institution, donc ils doivent vivre dans la société comme tout le monde, et on veut faire autre chose. Voilà. C'est ça qu'il se passe. Alors j'en viens maintenant aux choses qui ne font pas plaisir. Donc ce changement de modèle que j'évoque,
aujourd'hui, fait l'objet d'un large consensus auprès des instances internationales. À l'échelon européen, tout le monde est convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Les États, dans leurs discussions internationales, pareil, sont convaincus que c'est ça qu'il faut faire. En France, les différents ministres qui se succèdent se réengagent dans cette voie. Pour le champ du handicap, Madame Darrieussecq, donc la nouvelle secrétaire d'État, j'ai un peu pisté ses premiers discours pour voir si elle allait se mettre dans la même lignée. Dès ses premiers discours, elle a dit oui, de toute façon, notre projet est d'arriver à changer la société pour qu'elle devienne inclusive. Bon, ça n'a pas changé, oui. Donc il y a un consensus des étages du haut, voilà, et qui pèse sur les étages du bas. Les étages du bas, c'est vous. C'est-à-dire que c'est les acteurs de terrain à qui on envoie l'incantation de changer le modèle, sans forcément être clair sur comment on va s'y prendre. Voilà. Et quand on regarde le fonctionnement, le consensus peut avoir tendance à se dégrader quand on descend dans les étages les plus bas, parce que les associations, j'y reviendrai dans ma conclusion, les associations gestionnaires du travail social en France sont autonomes. Ce ne sont pas des fonctionnaires agents de l'État qui obéissent à l'État. Ils ont le droit d'avoir un avis critique et de choisir des stratégies pour ou contre quand il y a des phénomènes comme celui-là. Alors allons-y pour les choses qui fâchent. Extrait, on ne voit vraiment pas bien, d'un document dont je vous recommande la lecture, intitulé « Ligne directrice européenne commune sur la transition des soins en institution vers les soins de proximité ». C'est ni plus ni moins qu'un mode d'emploi que l'Union européenne avait commandé à des experts à la destination des États qui veulent piloter le changement de modèle. Et c'est vraiment extrêmement concret, on dit comment il faut faire. Juste un exemple, le document conseille d'utiliser une fonction qu'ils appellent le cadenassage des budgets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on arrête de fonctionner sur le modèle institutionnel, on cadenasse les moyens financiers qui étaient donnés pour ne pas les perdre, et on les réoriente, on les reventile vers du soutien à l'accès au milieu ordinaire pour les personnes. Vous voyez, c'est des tas de conseils pratiques comme ça. Et dans l'introduction, les auteurs tabassent violemment le modèle protecteur et les institutions françaises qui continuent à fonctionner encore largement, puisque aujourd'hui, état des lieux, le secteur protecteur est quand même, le modèle protecteur reste quand même assez dominant en France. Extrait. La prise en charge institutionnelle produit invariablement des résultats moins bons en termes de qualité de vie que les services de proximité de qualité, ce qui se traduit souvent par une vie entière d'exclusion sociale et de ségrégation. En clair, les auteurs de ce document considèrent que le fonctionnement du complexe d'Oedius, c'est une vie de ségrégation. Le fait d'être protégé à l'écart de la vie en société, c'est une forme de ségrégation. Ils considèrent également que placer un gamin dans une MEX à l'écart de la vie normale, c'est une forme de ségrégation. Et pareil pour les CHRS, ou bref, pour toutes les institutions. Le placement en institution est de plus en plus considéré comme une politique inadaptée et une violation des droits humains. Vous voyez jusqu'où ça va, hein? Rigole pas, hein, les partisans les plus acharnés du modèle inclusif. Hein. Autre extrait. Le rapport de l'ONU 2009. C'est ce qui fait le plus mal. Alors je recontextualise pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc la France a ratifié la Convention internationale des droits des personnes handicapées en 2015 ou 2016. Or, quand un État ratifie un traité européen, il s'impose au droit national. Dans la hiérarchie des normes, en droit, on appelle ça comme ça, un traité international arrive au-dessus de la Constitution d'un État. C'est-à-dire que quand on signe, on ratifie, ça a plus de valeur que la Constitution d'un État. Or, dans un État, il n'y a rien au-dessus de la Constitution. Donc, à ce titre, l'ONU envoie des émissaires régulièrement dans les pays du monde pour aller étudier les États qui ont ratifié et pour dire si oui ou non ils respectent les engagements qu'ils avaient pris. Et régulièrement, quand l'ONU vient nous visiter pour évaluer comment on met en œuvre la Convention, on se prend des humiliations publiques par l'ONU qui nous dit « vous avez tout faux, c'est pas du tout ça qu'il faut faire ». Extrait. La rapporteuse spéciale constate que la France n'a pas pris pleinement en considération le changement de modèle, vous voyez, on y revient, introduit par la Convention internationale des droits des personnes handicapées.
Elle demande instamment au gouvernement d'adopter un plan d'action concret pour fermer progressivement tous les établissements existants et transformer le marché actuel de l'offre. Vous voyez, on retrouve la transformation de l'offre de services aux personnes inadaptées en une offre de services de proximité. Les services de proximité, je répète, c'est on intervient dans le milieu ordinaire, là où vit la personne, à l'école, à la fac, dans l'entreprise, dans son propre logement, pour qu'elle puisse vivre comme tout le monde. Plus récent, 14 septembre 2021, progresser vers l'éradication des ateliers protégés et adopter une politique assortie d'un calendrier et de critères de référence pour garantir que les personnes handicapées aient accès au travail et à l'emploi sur le marché du travail ouvert et qu'elles soient réellement intégrées dans les environnements de travail, dans le secteur privé et public. En clair, concrètement, ça veut dire que les auteurs de l'ONU qui ont publié ce rapport considèrent que nos ESAT devraient fermer parce qu'ils ne respectent pas les principes de la Convention et que les moyens alloués aux ESAT devraient être utilisés pour convaincre des entreprises de devenir inclusives et pour accompagner les personnes dans l'entreprise. Vous voyez la révolution? Autre exemple plus récent. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a une tendance actuelle qui aboutit à ce que des journalistes organisent une forme de bashing du travail social au travers de livres, de documentaires. Et quand on lit ces livres ou ces documentaires, c'est presque toujours une attaque du modèle protecteur. Alors vous avez peut-être vu ce bouquin intitulé « Handicap à vendre », livre d'un journaliste qui a enquêté dans des ESAT, où il dénonce, alors effectivement, des fonctionnements tout à fait inappropriés de la part des ESAT, qui ne respectent pas le droit des personnes, qui ont tendance à les priver de leur liberté d'action. On ne peut pas nier le fait que ça existe, mais en tout état de cause, c'est certainement pas le miroir de la réalité générale. Mais bon, l'intérêt du bouquin n'est pas de savoir si ce qui est dit dedans est généralisé ou pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment des journalistes deviennent également des acteurs de la critique du modèle protecteur. Donc il y a une sorte d'engagement général là, de la part de plein d'acteurs pour taper sur le modèle protecteur. Vous avez également des collectifs de citoyens, alors ce n'est pas forcément des associations, mais qui se regroupent pour devenir des acteurs politiques qui veulent casser le modèle protecteur pour transformer la société et faire advenir le modèle inclusif. Alors, vous avez notamment le collectif citoyen handicap. Alors, extrait d'un de leurs communiqués de 2020, des associations devenues gestionnaires qui se sont considérablement enrichies au fil des années et considèrent pouvoir décider en lieu et place des parents d'enfants handicapés, mais aussi des adultes, via des décisions prises en commission sur la base de listes prônant les placements en structure, refusant les mesures menant à l'inclusion, le tout dans un but d'augmentation évidente des subventions dont elles se gavent. Vous voyez la violence du propos. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il y a des changements de modèle comme ça, et qu'on est dans des entre-deux, les acteurs qui s'engagent dans le changement s'engagent dans une lutte politique. Et quand on s'engage dans la lutte politique, tous les coups sont permis. Les gens qui ont de fortes convictions du type le collectif citoyen handicap, ils utilisent les voies de la démocratie pour critiquer leurs adversaires et tuer leur légitimité pour imposer leur façon de voir. Et donc là, on est là-dedans. C'est ça qui explique qu'il y a des propos aussi violents. Alors après, vous avez aussi des gens qui se défendent, qui contre-attaquent ces attaques-là. Il y avait en ligne, il y a quelque temps, je pense que c'est encore accessible, une pétition nationale intitulée « Handicap, transformation, danger ». Non, « Handicap, urgence, danger », qui dénonce le passage au modèle inclusif et la logique de plateforme avec les excès que ça peut avoir. Et il y a 40 50 000 signatures. Et c'est une lutte politique. Ce n'est pas une discussion entre gens qui partagent les mêmes valeurs. Non, 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 c'est une lutte politique. Dernier extrait, Sophie Cluzel, ex-ministre secrétaire d'État auprès des personnes handicapées, qui en 2019 publiait un document intitulé « Politique du handicap,
pour une société inclusive. Alors, quelques mots, hein. Chapitre 1, à vouloir protéger, nous avons fini par exclure. C'est la critique du modèle ségrégatif du handicap qui met les gens à l'écart de la vraie société, c'est-à-dire du milieu ordinaire. Le choix de la mise à l'écart. Pourtant, la France a longtemps fait le choix d'isoler les personnes en situation de handicap par souci de protection, un bon sentiment qui, peu à peu, s'est transformé en mise à l'écart confortable. Autre petit extrait, le système scolaire français est un autre exemple de cette ségrégation. Ah, les mots sont clairs et nets. J'aurais pu multiplier les exemples à l'infini, et je rappelle qu'il y a aussi des personnes qui prennent des positions de défense face à ça. Très régulièrement, Luc Gatto, le directeur général de l'ADAPI, s'autorise des critiques de cette politique inclusive en disant qu'ils ne sont pas d'accord, qu'eux, ils vont résister, qu'ils ne vont pas se laisser faire, etc. Dans un de ses derniers discours, alors ce n'était pas au Congrès national de cette année, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, congrès auquel Sophie Cluzel n'avait pas pu venir. Donc Luc Gatto s'était un peu lâché parce que la ministre n'était pas là, donc il avait motivé ses troupes. Et il avait dit un truc assez intéressant. Il dit « Madame la ministre, n'oubliez pas que les politiques passent, mais les associations restent. » En gros, il disait « Le temps joue pour nous. Nous, on n'est pas d'accord avec ce que vous voulez faire, enfin, en tout cas pas comme ça. Et nous, on sera encore là dans 20 ans, alors que la valse des ministres, ça saute. » Donc j'insiste. C'est une lutte politique. Alors, un peu d'histoire. Le modèle protecteur, ça vient d'où? Quand a-t-on créé cette affaire? Et quelles sont les causes principales de sa remise en question aujourd'hui? Alors, si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de la naissance du modèle, on ne voit pas, hein, il faut lire le livre de Michel Chauvière intitulé « Enfance inadaptée, l'héritage de Vichy ». Où, dans ce bouquin, il retrace, dans un travail de chercheur en histoire, hein, comment, point par point, document à la clé, le modèle protecteur est né. Alors, je vais vous la faire courte, parce que c'est un peu long. Alors, contextualisation. Donc, 1943, régime de Vichy. Alors, du coup, oui, les origines du modèle protecteur ne sont pas très glorieuses, mais l'histoire est comme ça. Bref. Donc, à cette époque, les politiques sociales ne sont pas structurées comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas des ministères qui font des plans, on n'a pas un code de l'action sociale et des familles avec des règles de fonctionnement, etc. Et puis surtout, l'État ne finance pas massivement le secteur. Il est encore largement piloté, parce qu'il existe des choses à cette époque-là. Il y a déjà des orphelinats, des institutions pour les personnes handicapées. Alors tout ça est surtout géré par les congrégations religieuses, financées en large partie avec leurs propres deniers, ou par des associations philanthropiques, également financées en large partie par leurs propres deniers. Et pour faire simple, Vichy, dans une idée de construire une jeunesse bien dans les clous, bien respectueuse de l'ordre moral, dit on ne peut pas laisser ces organisations s'occuper toutes seules des enfants handicapés ou des enfants délinquants, des enfants déficients. Il faut construire une politique sociale nationale qui nous permette de mettre la main sur ce qu'ils font pour les contrôler. Bref. Mais il n'y a pas de modèle vraiment dominant encore. Donc, on confie au Conseil technique de l'enfance déficiente et en danger moral, en 1943, donc un groupe d'experts, avec essentiellement des médecins, présidé par Georges Heuyer, un des premiers pédopsychiatres, et on leur dit, voilà, construisez-nous un modèle, un système de fonctionnement. Okay, et le Conseil dit, alors il va falloir définir les gens qu'on va aider. Au départ, c'est ce qui correspondrait aujourd'hui aux enfants délinquants, placés ou handicapés. Et ils disent, on va construire une façon de voir. Et le Conseil dit, ces gamins, on va les appeler des inadaptés. Ok, façon de voir. Ils sont inadaptés. Et on va mettre en face des façons de faire. Donc on va faire des catégories d'inadaptation. Et en face de chaque catégorie, on va mettre des établissements spécialisés dans telle catégorie d'inadaptation. Et en face, on va mettre des professionnels spécialisés dans telle catégorie d'inadaptation. Et pour savoir qui va où, on invente à l'époque les centres de tri et d'orientation par lesquels transitent les gamins. Et vous avez des professionnels qui sont chargés d'évaluer le besoin pour dire bah, tel gamin, c'est telle catégorie, etc. Ça vous dit quelque chose? Ça ne marche pas différemment aujourd'hui. Voilà, sauf que c'est la MDPH qui fait ce travail.
Et donc le Conseil publie à l'époque la nomenclature et classification des jeunes inadaptés. C'est rigolo à lire, parce qu'on retrouve des trucs qui ressemblent encore aujourd'hui. Et voilà, le modèle est né. Inadaptation, façon de faire, protection et réadaptation dans des établissements. Aujourd'hui, le vocabulaire a changé, on dit que les gens sont vulnérables, pas inadaptés, mais le principe est le même. Et on les oriente en fonction de la catégorie de vulnérabilité dans laquelle on les range. Définition du Conseil: est inadapté un enfant, un adolescent ou plus généralement un jeune de moins de 21 ans que l'insuffisance de ses aptitudes ou les défauts de son caractère mettent en conflit prolongé avec la réalité et les exigences de l'entourage, conforme à l'âge ou au milieu social du jeune. Donc on part des manques de la personne, on la classe dans des catégories d'inadaptation et on définit les établissements vers lesquels ils sont orientés. Ce modèle est toujours dominant aujourd'hui, quoi qu'on en dise, dans tous les secteurs. Alors, ce qui est drôle, c'est d'étudier les traces historiques du concept d'inadaptation. Alors, vous en avez nommé une, madame, hein. Initialement, l'association s'appelait truc de réadaptation. Donc quand les associations se sont créées au courant des années 60, on était dans cette logique. Les gens sont inadaptés, il faut les réadapter, les protéger puis les réadapter du mieux qu'on peut pour un retour au milieu ordinaire si possible. Et si c'est pas possible, c'est pas grave, ils sont protégés, le job est fait. Le job est fait. ADAPI, Association des amis et parents d'enfants inadaptés. Au départ, c'est ça que ça veut dire. CREAI, Centre régional pour les enfants et les adolescents et les adultes inadaptés. CHRS, jusqu'en 90, Centre d'hébergement et de réadaptation sociale. Même idée. La première association nationale des éducateurs spécialisés, qui a fonctionné jusqu'en 93, s'appelait l'ANEJ, Association nationale des éducateurs de jeunes inadaptés. Moi, j'ai passé un diplôme d'éducateur spécialisé que j'ai eu en 2000 ou 2001, dans les anciens programmes, avant toutes les réformes qui se sont succédées. On avait encore 200 heures consacrées à l'étude des inadaptations. Vous voyez comment le truc a traversé les âges. Donc le modèle protecteur, ça vient de là, historiquement. Alors pourquoi aujourd'hui ça ne tient plus? Mais parce que le modèle fait l'objet de deux grandes catégories critiques. Il y a une catégorie interne, qui est interne aux politiques publiques. Il y a une catégorie externe qui est liée à l'évolution des mentalités dans la société. Alors, à l'intérieur des politiques publiques, aujourd'hui, ce qui domine, ce qu'on appelle le New Public Management, ou NPM, qui a imposé, dans toutes les politiques publiques, y compris à l'armée, une logique de résultat. Résultat comparé aux moyens financiers qu'on dépense. Donc l'idée, c'est qu'on ne veut pas forcément faire des économies, mais on veut être sûr que ce qu'on finance permet des effets sur la situation des personnes, de façon que ces personnes, dans l'idéal, ne soient plus dépendantes des aides sociales, mais vivent dans la société. Vous vous souvenez du mot d'Emmanuel Macron sur le pognon de dingue, peut-être? Vous ne vous souvenez pas de ça? Il dit oui, on dépense un pognon de dingue dans les aides sociales et les gens sont toujours aussi pauvres. On dépense de l'argent, mais ce n'est pas efficace. Les gens ne sortent pas de la pauvreté. Donc la logique du NPM, aujourd'hui, critique le modèle protecteur, parce qu'on dit, mais il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace. Et si on se met dans cette logique, oui, il y a des raisons de penser qu'il ne l'est pas. Parce qu'on n'arrive pas à régler définitivement le problème des gens. Un quart des enfants sortant de l'ASE sont sans abri. Donc les gens qui sont dans les logiques NPM disent, mais ça ne marche pas. On dépense un pognon de dingue en protection de l'enfance. Alors oui, les enfants sont protégés de leurs parents pendant un temps, mais après ils se retrouvent sans abri. Ça ne fonctionne pas. Un CHRS lambda reloge en gros 30% de ses usagers. Et puis il les voit passer dans l'hébergement d'urgence toute une vie. J'ai dit, ça ne fonctionne pas. Vous avez certainement déjà entendu la critique faite aux ESAT dans leur difficulté à faire accéder au milieu ordinaire. On doit être à 2% au niveau national. Pareil, on va dire, les ESAT, vous dépensez beaucoup d'argent, mais les gens n'accèdent pas au milieu ordinaire, vous n'êtes pas efficace. Vous voyez, donc le NPM change les objectifs qu'on avait assignés au modèle. Le modèle protecteur, lui, il a été pensé pour protéger les gens.
quand un usager bosse toute sa vie en ESAT, le modèle est efficace. Il a un travail, il n'est pas maltraité, il est protégé. Mais dans la logique de résultat du NPM, tout ça ne tient plus vraiment. Le modèle protecteur coûte cher, il ne permet pas le retour des personnes au milieu ordinaire. On pourrait synthétiser ça comme ça. Quant aux causes externes, elles sont très liées à la révolution inclusive qui est en cours dans toutes les grandes démocraties occidentales. Alors, j'insiste là-dessus. On a tendance à penser que les logiques inclusives sont propres au champ du handicap. En réalité, pas du tout. On peut même dire que la société elle-même est certainement beaucoup plus engagée dans la transformation inclusive que certains secteurs du travail social. Alors, je vous donne juste quelques exemples. Aujourd'hui, aux États-Unis, si vous êtes réalisateur de films et que vous voulez concourir aux Oscars, vous devez justifier de quotas inclusifs. On appelle ça l'Inclusion Rider. Il faut prouver qu'il y a tant de personnes handicapées qui ont contribué, tant de personnes issues des minorités ethniques, ou tant de personnes LGBT, etc. Sinon, vous ne passez pas. Aujourd'hui, il y a plein de managers du monde marchand, et pas du monde marchand forcément humaniste, qui se forment au management inclusif. Ils ont compris, et ils le disent comme ça, que la différence est un levier de performance. Dans le champ de la cosmétique, et je m'arrêterai là parce qu'on pourrait diluer les exemples à l'infini, aujourd'hui on a théorisé l'idée de beauté inclusive. Alors comment ça se concrétise? Vous avez des fabricants de fonds de teint qui s'efforcent aujourd'hui de faire des fonds de teint pour toutes les couleurs de peau du monde, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, les peaux noires, elles ne trouvaient pas les fonds de teint adaptés. Et puis vous avez certains concepteurs de mode qui font des défilés inclusifs où ils s'obligent à avoir en représentation toutes les différences du monde sur le défilé. Alors qu'auparavant, c'était normé un mannequin comme un autre. Donc en réalité, si le travail social est poussé à la transformation inclusive, c'est pas juste parce qu'en interne, les pouvoirs publics disent qu'il faut changer, c'est aussi parce que c'est toute la société qui est en train d'évoluer vers ça. Sous une poussée individualisme du XXe siècle, où l'individu accepte de moins en moins qu'une autorité extérieure décide à sa place de ce qu'il doit faire, d'où il doit être orienté. C'est l'avènement de l'individu qui veut s'autodéterminer. C'est une forme de poursuite de la démocratie. Robert Laffort parle de démocratie de 4e génération. Alors seulement le problème, c'est que ces individus-là, nous, quand on gère un collectif, on ne sait pas les gérer, quoi. Parce qu'on avait quand même l'habitude d'avoir la capacité, en tant que collectif, de décider à la fin de ce que devait faire l'individu. Et là, non, il faudrait respecter l'autodétermination des gens. Du coup, dans les fonctionnements, il faut rebattre les cartes. C'est des postures de travail qui sont radicalement différentes. Et si on se réfère, pour terminer, au contenu de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, il y a un article qui fait figurer un concept absolument clé, qui est celui de conception universelle. Dans une société qui dit être inclusive, on respecte la conception universelle. Ça veut dire que, quel que soit le produit que vous produisez pour vendre, quel que soit le service à la personne que vous offrez, il doit être fait pour pouvoir être accessible à tout le monde. Pour prendre un exemple, aujourd'hui, l'éducation nationale ne respecte pas encore le principe de conception universelle, parce qu'elle n'est pas faite pour tout le monde. Alors on considère que certains gamins qui ont des besoins spéciaux, on ne peut pas les garder, il faut qu'ils aillent dans un IME. Et on peut traduire ça avec la phrase suivante. Dans le modèle protecteur, on réservait un traitement particulier à ceux qu'on jugeait particuliers. Et ça, les logiques inclusives du XXIe siècle, du coup ça bloque, ça ne fonctionne pas, c'est pas compatible. Donc, pour résumer, on passe du modèle protecteur, la personne vulnérable, on la protège et ça marche très bien, à un nouveau modèle, le modèle inclusif. Non, la personne est capable, citoyen titulaire de droit, il faut aller encore plus loin dans la démocratie, dans le respect de la souveraineté de l'individu, et du coup, elle doit pouvoir vivre en milieu ordinaire, et pour le coup, il faut transformer l'offre. Parce que si on ne va pas accompagner le milieu ordinaire, pour qu'il apprenne à accueillir les gens, et si on n'accompagne pas les gens dans le milieu ordinaire, ça ne marche pas. C'est pas possible. Et c'est là où se situe l'immense révolution, en termes de façon de voir et de faire, qui se situe entre les deux.
La pression au changement est extrêmement forte. Et vous voyez comment le modèle initial, la façon de voir initiale autour de l'inadaptation, aujourd'hui, tente à être caduque parce que la société inclusive dit non, ça c'est pas possible. Alors, venons-en aux impacts concrets dans le secteur du handicap. Alors, je vais commencer par faire une présentation simplifiée de comment le travail social pourrait fonctionner dans ses façons de faire pour que tout ce qu'on a décrit là devienne réel. En gros, je vais vous montrer le fonctionnement d'une plateforme de service typique, voire même idéale. Parce que pour spoiler un peu mon propos, en réalité, les plateformes de services réels n'existent pas encore en France. Il y a des trucs qui ressemblent, on fait un bout du modèle, mais pas complètement. Donc, pour faire fonctionner le modèle inclusif, pour que les gens aillent vivre dans le milieu ordinaire directement, et pour construire une plateforme de service qui permette cela, la première des choses, c'est de déterminer le périmètre d'un territoire de proximité. Un territoire de proximité, dans les modèles idéaux, il se construit généralement à l'échelle d'un bassin de vie. Une plateforme de service à l'échelle d'un département, ce n'est pas une plateforme de service, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il faut que la personne puisse accéder aux prestations du milieu ordinaire à côté de chez elle, et éventuellement il faut que les prestations du milieu ordinaire qui vont venir chez elle puissent se déplacer facilement. Si vous dites je fais une plateforme de service, mais telle prestation, la personne habite à Pau, et c'est l'organisation machin truc qui est à Bayonne qui la gère, elle ne va pas pouvoir venir à Pau dans une logique inclusive, ça ne fonctionne pas. Donc ça c'est le premier truc, il faut périmétrer à l'échelle d'un bassin de vie. C'est ce qu'ont fait les Québécois en 2005, avec ce qu'ils appellent les SI3S, Centres intégrés de services sanitaires et sociaux. Ils ont découpé tout le territoire en bassins de vie et ils ont réorganisé des plateformes de services uniques sur tous les bassins de vie. Donc ça, c'est l'élément 1. Ensuite, quand vous avez ça, il faut rassembler une offre du territoire, inclusive, évidemment, qui va permettre à la personne d'être accompagnée dans toutes les dimensions de sa vie. Et pour ça, il va falloir mobiliser des organisations qui sont des prestataires de services. Pour arriver à les coordonner, il faut créer une méta-organisation légitime qui va avoir le pouvoir de dire à telle organisation, maintenant on va fonctionner comme ça, etc. Ces méta-organisations, dans les exemples concrets, pouvant parfois prendre la forme de GCSMS. Les plateformes de services chez Soi d'abord qui existent dans le champ hébergement-logement, elles sont faites sous forme d'un GCSMS. C'est-à-dire que les organisations qui mettent à disposition leurs prestations sont toutes adhérentes du GCSMS, et c'est le GCSMS qui est le patron, qui coordonne tout. Si vous n'avez pas ça, la plateforme, elle est de l'ordre du partenariat à l'ancienne, avec toutes les difficultés qu'on peut connaître quand on cherche les uns les autres à se renvoyer la responsabilité de ce qui ne marche pas. Ensuite, évidemment, il faut constituer une offre concrète. Donc il faut une offre pour aller dans le logement ordinaire, être accompagné dans le logement ordinaire. Ça peut être un bailleur social qui va accepter de jouer avec vous, mais à qui vous allez offrir la garantie d'être accompagné s'il y a un problème. De l'emploi ordinaire, du loisir ordinaire, du soin ordinaire, de l'accompagnement in situ des personnes. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité d'aller aider les gens là où ils sont, dans l'école, dans l'entreprise, etc. Des fonctions à plus ressources, une nouvelle notion qui commence à être bien théorisée dans les modèles inclusifs. Ça consiste à aller aider les acteurs du milieu ordinaire qui acceptent de jouer le jeu. Et oui, monsieur l'entrepreneur, vous acceptez de jouer le jeu et d'embaucher quelqu'un, mais vous ne serez pas tout seul. S'il y a besoin, nous on est là, on arrive, on va vous aider, vous accompagner, etc. Et puis, le modèle n'exclut pas que certaines institutions demeurent, quand vraiment il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Mais dans ce modèle, elles deviennent une minorité, deviennent l'exception, elles ne sont plus la règle. Tout ça, quand ça fonctionne, permet de faire ce qu'on appelle des parcours modulables de prestation en prestation. La définition du parcours, c'est ça. Faire passer une personne de place en place d'un ESMS à un autre, ce n'est pas un parcours. La logique de parcours, c'est de prestation en prestation.
dans l'idéal, de prestation d'une organisation de la plateforme à la prestation d'une organisation d'une autre plateforme. Ce qui veut dire qu'il faut penser après, je vais y venir, les modèles de tarification qui permettent cette souplesse. Il faut, ce que j'appelle, mettre en place une orientation one-shot. La personne, avec certains critères, a droit aux prestations de la plateforme. Une fois qu'elle y est, on ne repasse plus par des bureaucraties pour savoir si elle peut passer d'un truc à l'autre. On ne ressaisit pas la MDPH pour savoir si on peut passer de l'ITEP au CESAD. On ne ressaisit pas le juge des enfants si on peut passer de l'AMEX à une mesure d'amendement inversement. Et tout ça s'organise entre les acteurs eux-mêmes, avec comme acteur central l'usager capable, citoyen titulaire de droit, qui a la liberté de choix des prestations. En tout cas, une forme beaucoup plus développée de liberté de choix des prestations que ce qu'on fait aujourd'hui. Je rappelle à ce titre que c'est inscrit dans la loi du 2 janvier 2002 depuis 20 ans. Et c'est là où on parle d'autodétermination ou de solvabilisation de la demande. Alors j'en viens à la suite. Là c'est le modèle tarifaire. Vous avez entendu parler de Séraphin PH, donc qui va financer non plus des places mais des prestations. Et dans l'expérimentation qui commence là, de Séraphin PH, le terme du projet est annoncé pour 2014, il est question d'expérimenter la solvabilisation de la demande. Alors j'explique. Dans le modèle protecteur, on finance des places. Donc on donne une place à l'année, je sais pas, 35 000 € pour une place billet blanc. Okay, dans ce modèle-là, une famille qui dirait « mais moi, je veux pouvoir m'acheter les prestations auprès de prestataires de services », on va donner un droit de tirage aux gens sur des prestations d'une plateforme qu'ils pourront consommer librement. Solvabilisation de la demande. Alors, dans le projet Séraphin PH, Sophie Cluzel avait demandé au groupe de travail d'étudier plusieurs scénarios, dont la solvabilisation totale de la demande, où on aurait systématiquement donné les ronds aux parents, aux adultes, etc. Donc ça a été abandonné, et ça n'existera que dans certains cas de figure. C'est pas encore stabilisé, c'est dans les clous. Alors tout ça est retardé parce que du coup, avec la création de la 5e branche, ça va avoir des résonances tarifaires, mais c'est toujours dans les tuyaux. L'autre façon de financer, c'est ce que j'appelle le financement par le haut, où on commence à parler de CEPOM multisecteur, multi-acteurs. C'est-à-dire qu'il y aurait un CEPOM général pour plusieurs associations qui se constitueraient en GCSMS. Tous les financeurs diraient « Ok, je fais pot commun, je file tout au GCSMS, et après, savoir si vos personnes passent tant d'heures dans telle prestation, c'est pas mon problème. Vous débrouillez. » Et alors là, souplesse absolue. C'est ce qu'on veut. Autre figure indispensable au fonctionnement de la plateforme, le case manager. Le métier existe dans les pays anglo-saxons depuis longtemps. Le case manager, c'est la personne qui va être un peu l'avocat de la personne. Pour l'aider à construire sa demande, savoir ce qu'elle veut, éventuellement pour lui conseiller les bonnes prestations à activer, dans certains modèles pour coordonner les prestations, le tout dans une fonction de prise de distance par rapport aux prestataires eux-mêmes, pour pouvoir exercer ce qui était théorisé sous le nom de fonction d'advocacy. En gros, c'est l'avocat de la famille. Si une famille dit « Ah non, mais telle prestation, je ne suis pas content parce que les professionnels ne comprennent pas ma demande », le case manager, il dit « Ok, je vais aller les voir ». Il dit « Non, non, vous ne comprenez pas. Là, la personne, elle veut ça. Elle s'autodétermine. C'est elle qui décide, c'est pas vous. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, on va changer de prestation. » Advocacy. C'est ça l'essentiel, en fait, du métier. Alors, en France, on fait des tentatives d'implantation du métier de case manager, avec plus ou moins de succès. Ça se transforme souvent sous l'idée d'un référent de parcours, qui n'est pas un vrai case manager. Enfin, se pose la coordination dans un tel système. Parce que si les prestataires n'appartiennent pas aux mêmes organisations, comment vont-ils se coordonner ? Eh bien, on a dans les tuyaux ce qu'on appelle aujourd'hui les systèmes d'information de e-parcours, qui sont des applications web qui sont ouvertes à tout prestataire intervenant auprès de la personne, où on a
un agenda partagé, on peut déposer des dossiers, les professionnels peuvent échanger entre eux, la personne a accès à tout ça également, dans l'idée de créer des équipes virtuelles. Alors si on prend une définition de ce qu'est une plateforme, pour se référer à ce que disent les Québécois, ils définissent ça comme ça: un ensemble d'organisations interreliées et complémentaires qui fournit ou assure la prestation d'un continuum de services coordonnés à une population définie d'un territoire circonscrit en étant responsable des résultats et de l'état de santé de la population des services. C'est la définition de la plateforme. Alors le problème, c'est qu'en France, tout le monde dit qu'il faut faire des plateformes, mais personne n'a le mode d'emploi pour faire des plateformes complètes. Donc il manque toujours un truc. Alors il n'y a pas de case manager, il n'y a pas de SI pour coordonner, il n'y a pas de véritable périmètre. Donc on ne sait pas où elle commence, où elle s'arrête, la plateforme, etc., etc. Et pour autant, voilà, il faut faire des plateformes. C'est toute la difficulté de l'époque. Alors voyons maintenant comment, dans le champ du handicap, il y a des tas de tentatives pour faire des bouts du modèle. Exemple, l'usager s'autodétermine, il a le libre choix des prestations. Le plan de transformation des ESAT rend obligatoire la formation des travailleurs des ESAT à l'autodétermination. Vous voyez, un truc concret qui s'impose au champ du handicap. Donc en gros, tous les Yassine, tous les gens ici, tu les formes à s'autodéterminer, qu'ils apprennent à te dire quand ils ne sont pas contents, quand ils veulent autre chose. C'est des trucs très concrets. Le financement au parcours, Séraphin PH, j'en ai parlé, il est dans les tuyaux. Et c'est pour arriver à cette idée de souplesse. Les CEPOM qui sont obligatoires aujourd'hui pour le champ du handicap, ils le sont depuis longtemps pour les personnes âgées, ils vont le devenir pour le secteur de l'hébergement-logement. En gros, tout le monde passe au CEPOM. Et si demain on arrive à des CEPOM inter-associations, ben on pourra faire des financements par le haut de plateformes de services organisées en GCSMS ou par simple convention ou avec un autre statut administratif. Quant au découpage territorial, vous avez tous entendu le président de la République, lors de la dernière conférence nationale du handicap, sortir du chapeau, parce que personne n'en avait entendu parler, la création de 400 communautés d'accompagnement 360, qu'on appelle aussi les CTA, les communautés territoriales d'accompagnement. 400. Pour qui c'est compté, ça veut dire qu'on découpe les départements au moins en deux. Donc pour faire des périmètres de proximité. Donc là je me suis dit, tiens, ça y est, ils vont y aller, ils vont l'imposer. Bon, quand on regarde le cahier des charges définitif, c'est pas aussi clair, mais en gros les acteurs peuvent faire ça à l'échelle du département, du bassin de vie, comme ils veulent. Mais vous voyez qu'on tente des trucs, et ça marche plus ou moins, et généralement c'est des bouts de la plateforme. Mais il n'y a jamais un plan d'ensemble clair qui dit, voilà comment ça marche, voilà ce qu'on veut faire, voyons ensemble les problèmes que ça va poser, puis après, voyons, c'est faisable. Donc c'est un processus très anarchique, avec des trucs qui se contredisent tout partout, qui sont assez désagréables pour les professionnels de terrain et les dirigeants. Les communautés 360, pour arriver à se fédérer sous une personne morale, le cahier des charges parle de conventions qui pourront être passées entre le porteur et les organisations adhérentes. Alors vous avez dans le champ du handicap des tas d'autres petits modèles de plateformes comme ça, où on regroupe des organisations pour faire des plateformes ad hoc. Alors je passe vite, mais vous connaissez, les PAG, c'est ce modèle-là, plan d'accompagnement global. La MDPH dit, alors tel opérateur, tel opérateur, tel opérateur, tel opérateur, qui peuvent être même des champs hors champ du handicap, dans les textes c'est prévu comme ça, vous êtes convoqués et tout le monde va mettre une prestation dans le pot commun et on va créer une plateforme ad hoc pour la personne. Puis après, vous organiserez pour dire comment changer les prestations. Logique de plateforme. Les PCPE, les pôles de compétences et de prestations externalisées. On file du fric à un ESMS et il peut acheter des prestations chez des professionnels libéraux. On fait des parcours. Ah bah mon gamin il a besoin d'heures de psy, j'achète des prestations à la psy. On a vérifié dans le cadre d'une convention la qualité de ce qu'elle fait, logique de plateforme. Les DITEP, où maintenant le gamin, il faut qu'on puisse lui proposer de l'internat, de l'accueil de jour, du CESAD,
voire d'autres choses, c'est de la logique de plateforme. Les IME, maintenant, ont été autorisés à fonctionner au modèle d'ITEP via la loi de modernisation de l'école, je ne sais plus laquelle c'est, de 2019. Peut fonctionner pareil. Vous voyez, on a des tas d'expérimentations de ce modèle où on dit aux gens, non, non, vous ne prenez pas le gamin pour le mettre dans un établissement pour tout faire, vous allez faire qu'un bout, et le bout, les autres choses vont être faites par d'autres acteurs. Par contre, on essaie de constituer une équipe territoriale comme ça, qu'on va organiser de façon plus ou moins structurée. Alors oui, vous avez d'autres exemples dans les autres secteurs, alors notamment les services publics de l'insertion et de l'emploi, où on a commencé à fédérer cette fois les financeurs et les administrations. Alors pourquoi j'ai mis France Travail entre parenthèses? Parce que là, pareil, ça vient de sortir du chapeau. Alors les SPIE commençaient à se stabiliser, et là on a annoncé non, on va créer France Travail. En gros, on va continuer à fusionner sur des territoires tous les acteurs de l'emploi. Cap Emploi avait déjà été intégré par Pôle Emploi. On va continuer encore plus loin pour créer France Travail. Toujours les mêmes logiques d'intégration des acteurs sur un territoire. Alors les case managers, on a des acteurs dans la salle qui exercent le métier d'assistant au parcours de vie. C'est une forme de mise en œuvre du case management, avec des spécificités, parce que les APV ne font pas ce qu'on appelle l'assessment dans les métiers de case manager, c'est-à-dire l'évaluation des besoins avec des grilles, etc. On part de la demande, et ils ne s'occupent pas non plus de la coordination, ce que font les case managers. C'est un métier, si vous voulez en discuter avec les acteurs présents, ils en parleront mieux que moi, mais qui est très centré sur la fonction d'advocacy. On arme la demande et on défend la demande, qui se développe partout en France. Après, dans les prestations inclusives, vous avez entendu parler de l'habitat inclusif, de l'entreprise inclusive, avec l'emploi accompagné, le développement des job coachs, l'école inclusive, bien évidemment. Et quant au logiciel de e-parcours, on a des choses qui commencent à ressembler avec l'obligation d'utiliser Via Trajectoire. Et puis vous avez aussi tous les outils de la e-santé. C'est un truc qu'on n'a pas encore bien vu dans le travail social, mais il y a plein de pognon de l'État sur les outils de la e-santé. En gros, on développe les outils de e-parcours par la voie des financements publics, de manière à ce qu'ils soient interopérables avec tous les autres systèmes d'information pour faire de la coordination entre acteurs qui n'appartiennent pas aux mêmes organisations. Donc vous voyez, il y a des tas de bouts qui émergent comme ça partout, mais il n'y a pas de plan d'ensemble. Et tout ça se concrétise dans différents plans de transformation qui ne sont pas forcément bien articulés avec les autres. Alors le plan Ambition Transformation 2019-2022 du champ du handicap, que vous connaissez peut-être, si vous ne le connaissez pas, allez le lire, c'est un simple tableau qui fixe des objectifs du type généralisation des DITEP dans toute la France. Transformation de 50% des places d'établissement en places de service. Parce qu'un service, lui, il est cachère avec le modèle inclusif. Un CESAD, c'est compatible. Un SAVS, c'est compatible. C'est du service au milieu ordinaire. Vous avez des tas de trucs comme ça. Alors le plan de transformation des ESAT, je ne vais pas vous faire le détail, mais toutes les mesures prévues, c'est pour aller vers ce modèle-là, notamment la possibilité des allers-retours, pouvoir aller tenter sa chance dans une entreprise inclusive, revenir à l'ESAT si nécessaire. Voyez. Logique de parcours. Le projet Séraphin PH, bien sûr, ou le programme e-parcours de l'État qui développe tous les outils e-parcours. Donc voilà un tableau non exhaustif, mais de ce qui se passe actuellement dans la concrétisation du modèle. Il y a des tas de morceaux qui apparaissent partout, mais on n'a pas un plan d'ensemble clair et logique avec une deadline. En disant, bon, voilà, c'est fini, on veut faire autrement, on va vous accompagner pour le faire, et voilà le fonctionnement, et voilà la date à laquelle ça doit être fait. Par contre, il y a l'incantation. Il faut changer de modèle et il faut faire des plateformes. Alors, pour conclure, quelle stratégie pour les associations gestionnaires? Alors, première idée, il y a une grande incertitude qui règne aujourd'hui sur la conclusion de cette transformation. Personne ne peut dire si on va arriver à une transformation massive
qui, très concrètement, aboutirait à ne plus avoir des espaces comme celui-ci. Les gens, ils habiteraient à Berlin, ils bosseraient dans les entreprises. Là, la révolution serait radicale. Mais on ne sait pas. Personne ne peut le dire. Alors, petite parenthèse, il y a deux éléments qui indiquent que tout ça va continuer à prendre du temps. Notamment parce que l'État n'a pas osé utiliser la solvabilisation de la demande. Pour accélérer la transformation, ça aurait été radical. On aurait été obligé de coordonner l'achat des prestations pour que les gens ne soient pas tout seuls face à un marché sauvage. Mais ils ont eu peur. Ils n'ont pas voulu le faire. Je pense qu'ils ont bien compris, les pouvoirs publics, qu'en face, il y avait des gens qui étaient contre. Puis même au niveau national, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans les formations, on continue à former globalement les professionnels à l'ancien modèle. Si vous lisez les référentiels des formations initiales, tout ce que je vous dis là, c'est totalement absent. Il y a des descriptions des métiers au départ, comme si le monde n'avait pas changé. Donc du coup, si on continue à former massivement des jeunes générations familiarisées au modèle protecteur, le changement n'est pas pour demain. Alors, pour ceux qui connaissent, qui s'intéressent aux théorisations de la Révolution, Antonio Gramsci, pour la petite histoire, chef du Parti communiste pendant la Seconde Guerre mondiale, que Mussolini a foutu en tôle parce qu'il a bien compris que c'était le penseur du truc. Il a passé toute sa vie en prison à écrire une théorie sur la Révolution. Il a dit un truc absolument essentiel. Il a dit, avant de faire la Révolution, il faut gagner la révolution culturelle. C'est-à-dire que si vous ne changez pas les têtes, les façons de faire, elles ne passeront jamais, parce qu'elles ne seront pas compatibles avec les modèles mentaux des gens. Or, la formation en travail social, aujourd'hui, elle n'engage aucune révolution culturelle. Elle fait perdurer le modèle protecteur. Donc on peut faire des scénarios, malgré tout. Alors, scénario 1, la révolution. Le modèle protecteur est abandonné au profit du modèle inclusif, et la vie en établissement devient l'exception. Scénario 2, la restauration. On revient en arrière. On abandonne toutes les nouveautés, les APV, Séraphin PH, on arrête tout ça. On dit non, finalement, le modèle protecteur, c'était bien. On récupère les ronds, on finance des places, comme avant, et puis on arrête la restauration. Et troisième scénario, ce que j'appelle la révolution Canada Dry. Le modèle protecteur reste dominant, mais on adopte le vocabulaire du modèle inclusif. Et, si possible, on en tord le sens. Vous voyez, il y a des directeurs des ESAT qui ont utilisé cette stratégie qui est excellente. Ils disent, non, on n'est pas contre l'inclusion, pas du tout, mais on veut faire de l'inclusion raisonnée. Donc en gros, on ne veut pas sacrifier le modèle protecteur, on veut bien faire quelques concessions, mais on ne fera pas du modèle inclusif. On se réapproprie des concepts. Et c'est facile parce que les pouvoirs publics, ils ne sont pas au clair. On parle d'inclusion, machin, il n'y a pas de définition officielle. Donc ça, c'est un scénario tout à fait probable. Et puis, à côté de ça, quelques pratiques effectives du modèle inclusif fonctionnent, mais à la marge. C'est-à-dire que le modèle reste dominant. Pour ma part, je pense que c'est ça qui va se passer pendant encore des décennies. Et que peut-être même, mais j'en sais rien, c'est comme ça que ça se conclura. En face, donc, on peut penser des stratégies. Alors, si vous pilotez une organisation dont le système de valeurs fait pencher pour le modèle inclusif, il y a des organisations qui s'engagent dans des stratégies d'engagement fort dans la conversion. Ils transforment les services, alors ça frotte, parce qu'il y a des professionnels qui ne comprennent pas, leur modèle mental n'est pas adapté, donc il y a des gens qui démissionnent, mais quand c'est bien managé, on y arrive. Et quand vous faites ça, attendez-vous à ce que des partenaires qui veulent préserver le modèle protecteur vous disent « mais nous, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites ». Donc, il faut bien avoir conscience que quand on est dirigeant et qu'on s'engage dans l'engagement fort, on s'engage dans une lutte. Ça ne va pas être simple, quoi. Il y en a qui le font, mais il faut le savoir. Vous allez créer des problèmes si vous faites ça. Deuxième stratégie, l'engagement prudent dans la conversion. Situation d'attente. Bon, là-dessus, on est obligé d'y aller, on va le faire, mais on n'est pas proactif. On ne devance pas le modèle inclusif, comme c'est pas clair, tout ça, qu'on ne sait pas comment ça va vraiment fonctionner, on y va parce qu'on n'a pas le choix, mais on y va de façon mesurée. Alors, il y a beaucoup de boutiques qui font ça, bon, ça s'entend.
le changement Canada Dry, on pourrait en conscience dire je vais faire du changement Canada Dry. La formation de l'autodétermination des usagers, pas de problème. C'est une formation qui ne va pas rebattre les cartes, et puis après, dans vos rapports d'activité annuels, combien de personnes avez-vous formé? Vous aurez le chiffre, il suffira. Personne ne va venir vous emmerder à aller vérifier si les gens ils sont vraiment autodéterminés. Je vous assure que ça marche, j'ai déjà fait dans d'autres secteurs ça. Et enfin, la résistance affichée à la conversion. Alors, on peut aussi légitimement dire, nous, collectivement, notre organisation ne partage pas cette société inclusive, on y voit trop d'inconvénients, donc nous, on s'oppose. Bon, quand on fait ça, de même que quand on s'engage dans la proaction modèle inclusif, il faut vérifier qu'on a les reins solides. Parce que les pouvoirs publics, si vous refusez de faire des trucs, ils ne vont pas vous lâcher. Donc là, il faut vraiment être sûr qu'on peut se le permettre. Donc voilà un peu, pour conclure, le panorama des stratégies possibles dans les années qui viennent face à ce grand changement qui agit un peu comme un lent rouleau compresseur, mais dont personne ne peut déterminer la conclusion. Et pour conclure sur un mot de Robert Laffort, qui reste le maître absolu en termes d'analyse des politiques sociales, il intervenait il y a peu de temps au Congrès national de l'ADAPI, et il a dit, selon moi, il faudra encore 30 ou 40 ans à la France pour faire advenir réellement le modèle inclusif. Donc, vous avez le temps de voir venir.